Eh bien, écoute, merci Philippe, merci de m'avoir invité et merci à l'Académie de m'avoir invité. Un petit mot avant d'ailleurs pour les jeunes qui sont parmi nous ou qui nous écoutent et qui se destinent à ce métier-là. On ne l'a peut-être pas assez dit jusqu'à maintenant que c'est un métier formidable, que vous avez bien fait de choisir ce métier et que vous allez en tirer énormément de satisfaction. À titre personnel, j'ai pu avoir des journées opératoires longues, comme maintenant, pas la jurisprudence, mais me l'interdirait d'être aussi long. Je ne pense jamais avoir regardé une pendule dans un bloc opératoire qui pourtant est obligatoire. Donc, oui, vous avez bien fait de choisir ce métier ou d'envisager de le choisir. Par contre, il faut le faire dans de bonnes conditions et c'est évident. Donc, le choix est important de l'établissement. Alors là, on fait le privé, mais ça peut être le public, j'y reviendrai tout à l'heure. Le choix est important puisque c'est bien rare qu'on change d'établissement. Ou alors c'est vraiment un échec. Donc on a bêtement perdu 3-4 ans dans un premier établissement et puis après, devant les difficultés, on en change et c'est toujours dommage. Alors l'exposé que je vais vous faire est forcément un exposé de généralité. Et il est bien connu que c'est l'exception qui confirme la règle. Alors pourquoi le privé ? C'est encore une fois une question de sensibilité personnelle. Moi-même, j'ai eu la chance de faire les deux métiers, puisque j'ai été plus de 10 ans PH au CHU de Rouen, un des premiers responsables des urgences, puisqu'à l'époque on ne s'occupait pas bien des urgences, et qu'ensuite j'ai fait une carrière ça pendant 10 ans, et ensuite une carrière d'une vingtaine d'années dans le privé. Et j'ai trouvé mon bonheur dans les deux. Il y a certainement des points forts, on les reverra, et des points faibles dans l'une et dans l'autre, mais qui doit absolument se caler sur votre propre sensibilité. Si vous êtes sensible au fait de jamais être emmerdé, si vous me permettez, par des problèmes administratifs, j'entends administratifs, gestion d'infirmières, de secrétaires, d'aide-soignante, vous êtes peut-être mieux dans le public. Alors, c'est vrai que le maître mot du privé, c'est l'indépendance, normalement, puisque vous êtes complètement indépendant pour choisir votre secrétaire, votre aide opératoire, vos créneaux. Quelquefois, lorsqu'un jeune chirurgien venait s'installer dans des cliniques dont je m'occupais, il me demandait est-ce que je pourrais prendre mon mercredi ? Je disais que tu peux prendre ton lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puisque tu es libéral, tu auras un peu de problème pour payer tes charges, mais c'est toi qui organise complètement ton boulot. Alors, à cette liberté s'oppose dans le public, encore une fois, comme je vous disais, même si, pour avoir été dans le public, je connais la lourdeur administrative, j'ai eu la chance de faire partie de la toute première vague des chirurgiens à faire de la célioscopie. Pendant 2 ans, j'ai été chercher l'insufflateur dans le service de gynéco parce que l'administration ne voulait pas acheter au service de viscéral un insufflateur pour faire de la cédio. Alors ça, je comprends que ça peut énerver, mais encore une fois, vous n'avez pas tous les problèmes de contrat dont on parlait à regarder si c'est bien ou si c'est pas bien. Et puis surtout, ce qui m'a manqué, il y a 2 choses moi qui m'ont manqué. Alors dans le privé maintenant moins, je dirais une émulation intellectuelle, parce que c'est toujours sympathique d'avoir des grandes équipes où il y a 5, 8, 10 chirurgiens de la même spécialité, des staffs de spécialité. Et ce qui m'a manqué moi personnellement le plus dans le privé, bien que j'y étais très très heureux, c'était l'enseignement. C'est vrai que c'est dommage de beaucoup travailler, d'apprendre plein de choses, de vous dire j'ai l'impression que j'ai un peu amélioré la technique et de ne pas pouvoir le transmettre. Ah zut, hein. Alors, il y a des critères pour les installations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très, 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 très schématique. Les critères géographiques, tout d'abord, ça dépend également du choix du conjoint. Il faut qu'il y ait un travail de réflexion sur la géographie. Je me souviens d'un de mes associés, j'étais à Rouen, et il faut avouer que la route Paris-Rouen arrivait dans un quartier assez moche avant d'arriver à Rouen. Et mon associé, pour faire avaler la pilule
funambule à son épouse, lui avait offert un week-end à Deauville et puis était rentré de Deauville à Rouen par le nord où l'entrée était beaucoup plus sympathique que par le sud. Alors, quelles sont les différences? Il y en a pour moi. Dans le nord, il y a moins de praticiens. Donc, s'il y a moins de praticiens, vous avez tout de suite une activité qui est importante. Vous avez tout de suite une grosse clientèle. Ce qui est sympathique, c'est ces deux choses-là, puisque c'est une certaine valorisation d'avoir une grosse clientèle immédiatement. Vous n'êtes pas à l'attente de clientèle. Vous avez également une courbe d'apprentissage qui est plus rapide. Il est clair que si vous faites 50, 60 vésicules par an ou nouvelles techniques par an, c'est mieux que si vous en faites une dizaine. Au point de vue rémunération, puisque vous avez une grosse activité, d'une façon générale, encore une fois, j'insiste bien sur le fait que je vous ai fait des généralités, d'une façon générale, les dépassements sont moins importants, puisque comme vous avez une grosse activité, vous avez moins besoin de demander de gros dépassements. Et puis de la même façon, les relations avec les correspondants sont plus faciles, je dirais. Comme vous avez une grosse clientèle, vous êtes tout à fait déontologique et tout à fait sympathique avec votre clientèle. Alors que plutôt dans le sud, où il y a plus de praticiens, l'activité est peut-être un peu plus contrainte. Donc les caractéristiques que je vous ai données pour le nord sont en creux pour le sud. Vous avez plus peut-être besoin de vos correspondants pour assurer une activité. Pour avoir une rémunération à peu près au même niveau, les dépassements d'honoraires sont peut-être plus importants. Et comme je vous le disais, vous avez des relations avec vos correspondants qui sont peut-être un peu plus, je dirais, tendues. Vous avez vraiment besoin de vos correspondants pour avoir une activité. Paris est comme d'habitude un cas à part, peut-être plutôt sud dans les caractéristiques que je vous ai données, avec une particularité qui est celle, pas toujours, encore une fois, qui est celle des multisites, c'est-à-dire que quelquefois vous opérez dans 2, voire 3 endroits différents, qui n'est pas forcément le même endroit où vous consultez. Bon, voilà, il faut le savoir. Au point de vue financier, donc je ne reviendrai pas sur l'exposé de Maître Lucas Balou, en sachant que les clientèles, effectivement, il y a 10-15 ans, c'était une demi-annuité que vous deviez payer à votre prédécesseur. Maintenant, c'est bien fini. Ça dépend des spécialités. On l'a vu tout à l'heure, le Conseil de l'Ordre, ce matin, je veux dire, nous l'a montré. C'est vrai que les activités où il y a de plus en plus de praticiens, j'entends par là orthopédie, urologie, c'est moins facile de s'installer maintenant en orthopédie et en urologie. Je parle encore une fois dans les régions qui sont déjà assez pourvues, et donc à ce moment-là, on peut peut-être être tenté de vous faire payer une clientèle. À l'inverse, dans des spécialités comme le viscéral, la gynéco, il y en a très très peu, il est hors de question d'en payer. Les redevances, encore une fois, Maître Lucas Balou en a parlé. Pour moi, étant responsable d'un établissement, c'est simple, c'est vraiment le coût réel, et qui doit en gros pas dépasser les 4%, enfin ça dépend ce qu'il y a dedans, bien sûr, mais je veux dire à partir du moment où il y a secrétaire, aide opératoire et administratif, ça va un petit peu plus loin. Juste un petit point sur la garantie financière que vous pouvez peut-être retrouver. Quelquefois, les jeunes sont très très sensibles au fait d'avoir une possibilité d'avoir une garantie financière. C'est-à-dire que l'établissement lui dise « écoutez, moi je te garantis 100 000 € la première année ». On l'a vu tout à l'heure, en tant que chef de clinique, mettons premier échelon, ça faisait à peu près 50 000 par an. La clinique peut dire « écoutez, si vous installez chez moi, vous allez avoir 100 000 ». Alors dans votre esprit, vous dites 100 000, c'est drôlement bien, puisque ça va faire le double de ce que j'ai en tant que chef de clinique. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a les redevances dont on parle, il y a les secrétaires, il y a le bureau, etc. etc. Donc ça rassure quelquefois certains jeunes praticiens, mais je ne suis pas persuadé que ça donne grand-chose. Alors, à ce propos des installations, une bonne installation pour moi, c'est jamais assez cher, et une mauvaise, c'est toujours trop cher. N'oubliez pas que c'est sur 30 ans que vous allez lisser la chose, donc si éventuellement on vous demande un petit quelque chose, si le bureau est peut-être un peu plus cher que les bureaux habituels, je ne sais pas quoi, et que ça vous fait une différence entre les deux installations de, mettons, 10 000 €, vous pouvez le diviser par 30 pour voir ce que ça va vous faire par an, et encore, les impôts, vous en payez la moitié, puisque c'est déductible.
Alors les critères de taille d'établissement sont importants. On parlait de se sentir bien. Vous avez en gros trois établissements différents. Ceux qui ont peu d'activités, pas parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup, mais qui n'ont pas des activités très diversifiées, je veux dire. Soit très spécialisées, il existe des établissements qui font que de l'ophtalmo, qui font que de la chirurgie de la main. C'est des établissements qui sont sympas, puisque ils ont une certaine excellence. Il y a 8, 10, 15 chirurgiens de la même spécialité. Vous avez, ce qu'on disait tout à l'heure, cette émulation intellectuelle qui est sympa. Vous avez également encore quelques cliniques qui sont généralistes, une centaine de lits avec 2 orthopédistes, 2 viscéraux, un urologue, 1 ou 2 ORL, un ophtalmo. Là, c'est vraiment une sensibilité personnelle. C'est des établissements qui sont très sympas à travailler, puisque vous connaissez tout le monde, vous avez toujours la même penseuse, vous avez toujours le même personnel dans les étages. À l'inverse, vous êtes un peu seul. Si vous êtes 2 viscéraux, c'est des gardes 1 jour sur 2, c'est un week-end sur 2 de garde. Mais quand on aime ça, il peut y avoir un intérêt. Les polycliniques, soit dit en passant, polyclinique ne veut pas dire poly beaucoup, mais c'est du grec la ville, une clinique dans la ville. Ces cliniques font maintenant entre 300 et 500 lits. Alors, vous allez avoir des avantages qui vont se rapprocher de l'hôpital, c'est-à-dire un plateau technique avec Réa, avec IRM, toutes les activités, tous les collègues, un chirurgien vasculaire, vous êtes urologue, vous avez un problème avec une veine cave, à ce moment-là, vous appelez, il est dans le bloc à côté, ça tombe bien, il vient vous aider. Tout ça est assez confortable. À l'inverse, vous vous rapprochez des éventuels critiques que l'on peut faire à un CHU par exemple, et de devenir un établissement qui devient un petit peu impersonnel. La clinique ambulatoire, je voudrais y apporter juste un petit focus. Pour l'instant, on la connaît relativement peu. Je pense qu'elle va se développer. C'est une clinique qui ne fait que de la chirurgie ambulatoire, qui n'est pas adossée à un établissement qui a de l'hospitalisation complète, qui permet d'avoir une activité professionnelle assez, je dirais, sympathique, dans ce sens que vous choisissez vous-même vos créneaux, des quarts de matinée, des quarts d'après-midi, pas le mercredi, pas le vendredi, pas le samedi, pas le dimanche, ça ferme à 17h. L'activité est peut-être un peu moindre, mais enfin c'est pas à vous que j'apprendrai que maintenant, que ce soit les prothèses totales de hanche ou les colons sous céliaux se font en ambulatoire, donc une activité qui peut être certainement diversifiée. Spécificité du privé, c'est un peu ce que je viens de vous dire depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut garder cet équilibre entre qu'est-ce qui faisait l'aura du privé il y a 10 ans, c'est que le chirurgien s'occupait du malade de A à Z, c'était le même, vous l'appeliez à 10h du soir, il était là, vous voyez la famille, et c'est sûr que plus l'établissement va devenir gros, plus il y aura d'intervenants au niveau des gardes, des astreintes, les patients ne verront pas forcément toujours la même tête, et on risque de perdre un petit peu cette spécificité qui a fait le privé. Les autorisations, quand vous installez, faites attention aux autorisations que détient l'établissement, c'est bien sûr capital, que ce soit médecine, chirurgie, obstétrique. Et on sait qu'à l'heure actuelle, les pouvoirs publics sont en train de revoir ces autorisations d'activité. Faites attention aux seuils, aux autorisations par seuil. Par exemple, pour la cancérologie, les établissements n'ont droit de faire de la chirurgie gynéco que s'il y a au moins 30 interventions par an. Pareil pour le viscéral. Ça se complique avec vraisemblablement ce qui nous attend dans 2 mois avec les nouvelles réformes d'autorisation, c'est-à-dire qu'on passerait à 70 pour le cancer du sein. Pour le digestif, ce serait toujours 30, mais vous pouvez continuer à faire des rectums sous-péritonéaux qu'à partir du moment où vous en faites au moins 5 par an. La même chose pour les estomacs, la même chose pour le pancréas. Les activités
Ça va être encore complexifié avec 3 grades, grade 1, grade 2, grade 3, qui seront rattachés à des listes d'actes, c'est-à-dire un établissement 1 aura le droit à faire cette liste d'actes, un établissement 2 tel autre, un établissement 3 tel autre. Certification, on l'a parlé un petit peu ce matin, c'est-à-dire que les établissements sont certifiés en A, B, C ou D. Ça veut certainement dire quelque chose. Un établissement peut être en B parce qu'il a un petit problème particulier. Un établissement qui est en D, regardez bien pourquoi il est en D. Tout ça pour vous dire de faire attention, d'aller voir l'Agence régionale de santé ou l'HAS qui publie les résultats de toutes les cliniques et du public aussi d'ailleurs, pour voir s'il y a des recommandations sur l'organisation, sur les blocs opératoires, sur tout ça. La gouvernance, là encore, si vous voulez vous sentir bien, il faut que vous ayez une gouvernance qui vous convienne un petit peu. Alors vous avez en gros 3 types de cliniques à l'heure actuelle. Les cliniques qui sont restées franchement indépendantes, c'est-à-dire une clinique qui appartient à 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 50 chirurgiens, mais 50 chirurgiens qui travaillent dedans. Là, vous avez forcément une possibilité d'influer la politique des investissements, la politique du projet médical. Les groupes régionaux qui sont un petit peu entre les deux. Les groupes régionaux, par exemple, c'est 2, 3, 4 cliniques régionales qui vont se réunir, soit rachetées par l'une des 5, soit qui se mettent d'accord tous les 5. Ça devient un petit peu plus gros, donc c'est sûr que si vous avez 1% de part de cette clinique, ben vous aurez moins la voix au chapitre que dans le premier. Les groupes nationaux, je vais passer assez vite. Alors pour vous donner un ordre d'idée, indépendante c'est à peu près 20, groupes régionaux c'est 20, et maintenant les groupes nationaux, c'est presque la moitié ou plus de la moitié des établissements privés. Je vous donne les 3 grands pour vous donner les spécificités. Ramsay, qui est l'ex-général de santé. Ramsay est un groupe qui est mondial, de santé mondiale, qui a débuté en Australie, mais en Angleterre, au Canada. Donc c'est vraiment une entreprise de santé dont on peut penser que l'actionnariat ne va plus bouger maintenant. C'est-à-dire, les actionnaires vont peut-être changer, mais ça va rester toujours la même établissement. Ramsay, compte tenu de l'importance du nombre de ces cliniques, un peu comme Elsan d'ailleurs, Rivalto en dessous, permet d'avoir une politique de recherche, permet d'avoir une politique d'accueil des internes. Elsan ressemblera un peu à Général de Santé, avec des cliniques peut-être un peu plus petites, donc avec un maillage territorial qui est plus important. Et Vivalto, qui est le 3e, cherche à mettre en avant une 3e voie qui consiste à impliquer plus les médecins dans le capital. En gros, 30% des médecins sont propriétaires du 30%. Le capital de Vivalto est détenu pour 30% par des médecins. Ce qui leur donne le droit d'être dans le conseil d'administration et ce qui leur donne d'avoir le droit à un droit de veto. Faut-il racheter une clinique? Ben moi je vous dis oui. Oui, pourquoi? Parce que les taux sont très bas aujourd'hui. Donc un établissement, quel qu'il soit clinique ou qu'il soit n'importe quoi, ça se rachète 10 fois son bénéfice. Autant dire que si vous avez racheté une clinique que 100, et si elle fait 10 de bénéfice, dans 10 ans vous l'avez remboursé. Donc pour moi vraiment, il ne faut pas vous dire oh là là, c'est un truc qui est exceptionnel, financièrement on n'y arrivera jamais, comment, etc. Par contre, il y a 2 prérequis importants. Le premier, c'est qu'il y a 1 ou 2 personnes qui s'y collent parmi les chirurgiens pour la gestion de la clinique. La deuxième, c'est de savoir s'entourer quand même de directeurs, d'une directrice, directeur financier. Et puis le troisième, c'est d'avoir un projet médical partagé par tout le monde. C'est sûr que si tout le monde tire à U et à dia là-dedans, c'est pas possible. Et pour finir rapidement, pour vous dire que pour moi, oui, l'installation en privé reste une option valable. Encore une fois, c'est pas en contradiction avec le public, mais ça dépend de un peu comment vous êtes dans la vie de tous les jours, si vous êtes très indépendant ou si vous ne l'êtes pas. Merci de votre attention. Vous posez une question ? Pas pour l'instant, non. Peut-être quelqu'un a une question ? Alors, les jeunes là-bas, il y a un jeune qui a une question à poser.
Moi, je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin déjà, mais moi, je serais intéressé par un exercice un peu mixte, à la fois public et privé, et je voudrais savoir, parce que je suis encore externe, je ne me suis pas beaucoup renseigné, sur à quel point est régie cette mixité d'activités par la loi. Est-ce qu'on est limité en termes d'activités publiques, privées, à un certain nombre de demi-journées par semaine? Je ne sais pas du tout. Alors, je vais plus donner la parole à mes collègues du public si quelqu'un veut répondre. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire les gens du public qui peuvent faire une activité privée. Soit une activité privée au sein de la clinique, au sein de l'hôpital, je vais dire, c'est la clientèle privée au sein de l'hôpital, ou soit les possibilités d'aller avoir un exercice en privé qui est régi, mais ça peut-être que Maître Luc Avallou est plus à même que moi de répondre, qui est régi par des trucs très, très, très précis. La seule chose que moi je peux vous dire, c'est que en tant que chirurgien privé, moi je suis très favorable. Pendant très longtemps, j'ai continué à avoir un exercice, à avoir des vacations à l'hôpital, car je trouve que cet échange est sympathique. Mais je pense que Maître Luc Avallou peut mieux nous dire comment l'hospitalier peut aller en privé. Si vous n'êtes pas praticien hospitalier temps plein, vous pouvez totalement aller dans le privé et cumuler les deux. Un praticien hospitalier temps partiel peut exercer dans le privé et c'est parfaitement recommandé dans plein d'établissements dans lesquels ça s'harmonise parfaitement bien. En revanche, il y a aujourd'hui une difficulté, vous ne pouvez pas être en société d'exercice libéral si vous êtes par ailleurs praticien hospitalier. Donc il faut simplement faire attention au statut que vous allez adopter au moment où vous allez faire le choix. Monsieur Joannet. Oui, il se trouve que moi, les occasions de la vie ont fait que j'ai été pendant 25 ans praticien hospitalier temps partiel à l'hôpital Bichat et dans une clinique dans le Val d'Oise, dont j'étais actionnaire, gros actionnaire d'ailleurs, administrateur, etc. Alors, c'est pas personnellement un choix que j'avais fait, ce sont les occasions de la vie qui ont fait que... Et je dois dire que c'est un statut qui est très intéressant. Parce que d'un côté, on a le poste de PH, on n'est pas attaché, on ne peut pas être viré d'une année sur l'autre, etc. On est titulaire. Ça ne rapporte pas grand-chose. Mais sur le plan professionnel, c'est très intéressant. Parce que vous pouvez mener votre activité privée dans la clinique, et puis quand vous avez des patients qui sont un peu lourds ou pour lesquels on a besoin d'une réflexion, ils comprennent très naturellement que on puisse les prendre en charge à l'hôpital. Et vous les prenez en charge à l'hôpital. Alors après, je pense que pour l'exercice hospitalier, on est dans une équipe hospitalière et on est à temps partiel. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait une tâche assez bien définie. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous allez vous occuper des hernies, vous allez vous occuper de ça. Et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est très intéressant parce qu'on peut proposer aux internes de venir, quand ils sont libérés, qu'ils ne nuisent pas à la marche du service, de venir voir ce que c'est que l'exercice libéral. Et moi, j'ai au cours de mon exercice privé, j'ai comme ça pris un associé, 2 associés, pour développer notre activité privée. On avait une grosse activité privée en plus. Il se trouve que moi, je me suis installé au moment du début de la célioscopie. Alors vous imaginez l'aubaine que ça a été pour moi. Mais je crois que ce sont des occasions de la vie. Et souvent, ça se fait comme ça d'ailleurs. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un en qui vous croyez beaucoup et vous allez faire une carrière hospitalière. Ou au contraire, vous allez rencontrer des gens qui vous ont attiré dans le privé parce que vous avez fait des remplacements. Ça se fait souvent comme ça. Après... Dominique Pouls l'a dit, c'est une question de sensibilité. Il y a des chirurgiens qui n'imaginent pas de ne pas avoir un exercice public. Et puis il y a d'autres chirurgiens qui pour eux, pour eux ça sera du privé. Et ça compte beaucoup. Et j'ajoute que le conjoint c'est important. Parce que quand vous allez vous avez une opportunité de vous installer dans le Cantal et que votre épouse n'aime pas la montagne, ça n'est pas possible. N'y pensez même pas. Oui, ce sont des occasions de la vie. Parce que ce qu'il faut quand vous vous installez, c'est que vous soyez conscient du fait que le métier que vous allez faire va peut-être être complètement différent de celui auquel on vous a préparé. Moi, j'ai commencé en privé parce que mon poste de PUPH a été supprimé et on m'a donné une chance folle parce que j'ai pu démarrer ma clientèle en privé et ensuite, en 2000,
On m'a appelé parce que le professeur Laurent Hanoun, qui venait de la maison Saint-Antoine, dont on sait qu'au début, il ne croyait pas à la cœlioscopie, quand il a pris son service en 2000, il m'a confié l'unité de cœlioscopie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le plus grand hôpital du monde, en 2000, ne faisait pas de cholécystectomie laparoscopique. Et là, j'ai pu, alors que je regrettais, comme le disait Dominique Pouls, ne pas pouvoir transmettre ce que nous avions inventé et créé à partir de 1988-90, 10 ans plus tard, je me suis retrouvé comme enseignant à la Pitié. Donc ça, je ne l'avais pas prévu et ça a été un plaisir énorme. Donc ne croyez pas que ce métier est monotone, ne croyez pas qu'il ne va pas vous donner toutes les satisfactions de la Terre. Alors maintenant, je vais vous parler d'argent. Oui, alors par rapport à l'exercice en tant que chirurgien libéral dans le privé, n'y a-t-il vraiment aucun moyen de combiner exercice chirurgical en libéral et enseignement ? Si. Même par des moyens... C'est compliqué, encore une fois, sauf à avoir des vacations hospitalières qui, à ce moment-là, vous permettent de raccrocher le monde hospitalier, et encore, vacations hospitalières, surtout dans un CHU, qui vous permet de raccrocher les wagons. La deuxième chose, on commence à le faire de plus en plus, c'est d'accueillir des internes dans le privé. Alors c'est assez compliqué, je ne reviendrai pas sur les complications. Ça se développe et on souhaite le développer de plus en plus. Et là, vous, chirurgiens, en privé, vous pouvez transmettre votre savoir à des internes qui viennent chez vous. Oui, je voudrais parler en complément de ce que vous avez dit. L'enseignement aussi, on a des sociétés savantes qui parfois sont très dynamiques. Et si tu fais partie d'une société savante, dans la société savante, il y a des comités sur telle ou telle discipline et il y a des sessions d'enseignement pour les internes ou de formation continue. Donc tu peux toujours t'insérer aussi. Alors c'est une voie parallèle, c'est pas l'université, mais c'est quand même souvent des enseignements de grande qualité. Donc je pense qu'il y a possibilité de faire de l'enseignement quand tu es en libéral. Oui, ça c'est ici une à l'Académie grande, de chirurgie aussi. C'est une notion très importante de notre temps, dans l'ancien temps, du temps où Dominique Pouls a acheté sa clinique. Les sociétés savantes étaient trustées par les hospitalo universitaires. Or, il est arrivé maintenant que dans les sociétés savantes, on a quasiment autant d'hospitalo universitaires que de praticiens privés. Et c'est une très grande avancée pour les congrès, pour la participation au congrès, pour la participation aux publications et en matière d'enseignement. Il n'y a plus de cloison hermétique. S'il n'y a plus de questions, docteur Breil, nous savons tous que votre richesse est intérieure, mais néanmoins vous avez été choisi pour parler des revenus du chirurgien. Oui, mais moi, je n'ai pas été propriétaire de clinique, donc je vais vraiment vous parler des revenus des chirurgiens.